Donc, Didier, je le présente rapidement parce que je pense que c'est quelqu'un de connu de l'hydrangea, notamment parce qu'il a été pendant très longtemps le directeur de la pierre Didier Boss de 1984 à 2011, avec donc une spécialisation concernant la grande diversité des hydrangea, dont il va nous parler tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, son activité de chef d'entreprise de cet établissement s'est arrêtée en 2011 avec le rachat par Jean-Paul Davas, qu'on verra tout à l'heure, de cette entreprise, de façon à pérenniser la production d'hortensia. Didier est maintenant aussi à la CNHF, à la fois au niveau local, au niveau d'Angers, en étant un conseiller de la Société d'horticulture d'Angers, mais également au niveau national, en étant le président de la section hydrangea de la SNHF. Et donc, Didier, je vais vous laisser la parole pour nous présenter, alors, en complément de ce qu'expliquait Nathalie, la grande diversité du genre hydrangea et notamment l'évolution assez récente des différentes variétales demandées par le marché. Donc, vous avez la parole. Ok. Oui. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Je suis donc ravi d'éclairer vos lanternes. Donc après cette passionnante plongée dans l'infiniment petit, on va faire un tour au jardin. Voilà. Donc, bah, j'imagine que les uns et les autres, vous savez tous que les hortensias sont tous des hydrangea, mais pas l'inverse. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, on va essayer d'éclairer vos lanternes. Donc voilà. Pof. Voilà. Donc d'abord, je me présente rapidement. Bon, je suis une 4e génération d'horticulteur. Je suis né dans un hortensia. Bon, dans quelle fleur, dans l'inflorescence, on ne sait pas. Mon arrière-grand-père était un colporteur fleuriste. Il était originaire du massif de Loisan. Donc c'est le monsieur avec le chapeau melon. Je ne sais pas comment étaient ses bottes. Et donc, il a créé son entreprise à Angers donc au détour du 19e siècle. Et l'entreprise s'est transmise de beau-père en gendre. Voilà, comme indiqué précédemment, j'ai repris l'entreprise en 87 et cédé en 2011 à Jean-Paul qui vous éclairera tout à l'heure. Voilà. Les hydrangeas, d'où viennent-ils, où sont-ils et qui sont-ils? Bon, d'où viennent-ils? On a retrouvé quelques aires d'origine, quelques fossiles plutôt donc au nord-ouest des États-Unis, dans la province de Pardon, Shantung. Donc Didier, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez passer en plein écran? Ah non, pardon. Oui, genre hydrangea. Donc, on a vu que le genre hydrangea a été divisé en deux. Bon, voilà, en cornidia et en hydrangea. Cornidia, plutôt des plantes grimpantes, et de sous-bois, et hydrangea, des plantes d'aspect vraiment très varié. On peut passer, merci. Voilà, les inflorescences, on l'a vu tout à l'heure avec Nathalie, donc sont composées donc de fleurs stériles, fleurs fertiles, et les formes vont être complètement différentes, c'est-à-dire soit des inflorescences globuleuses comme sur Hortensia, des panicules, donc grosso modo des cônes pour Paniculata, Quercifolia et autres, on le verra plus tard, et des fleurs plates, plus ou moins régulières en fonction des espèces et en fonction des variétés. Merci. Donc, les hydrangea quercifolia sont originaires de la côte est des États-Unis. Sont des hydrangées avec des feuilles très découpées en forme de feuilles de chêne. Elles sont lobées. Le buisson a comme caractéristique de faire donc des fleurs en panicule qui vont rougir ou pas donc en fin de saison. C'est une plante qui est relativement résistante au froid, parce qu'on en trouve jusqu'au Canada, et il a une petite sensibilité donc à un trop d'humidité, donc faire attention donc là où on les plante, un sol pas trop détrempé,
En général, l'hydrangea, c'est un sol frais et humide, mais pas détrempé. Une bonne exposition au soleil levant, ça sera quelque chose de favorable, comme pour pas mal d'hydrangea, car le soleil levant n'est pas trop chaud et ça va favoriser dans le cours de la saison donc une coloration progressive des inflorescences et des feuillages. Donc les feuilles que l'on voit vertes ici pour la variété Snow Queen vont devenir petit à petit donc brunes et ce sera du plus bel effet à l'automne. Donc la variété Snowflake, d'une variété donc un peu double avec des feuilles beaucoup moins lancéolées que la précédente. Les inflorescences sont vraiment énormes. C'est une photo prise à Central Park à New York il y a déjà quelques années et en fin août. Donc on voit ce que ça peut donner en variation de couleurs. D'autres variétés comme Ice Crystal ont un feuillage beaucoup plus léger avec des fleurs plus légères également. Et c'est charmant aussi. Une variété vraiment que j'aime beaucoup, c'est Harmonie, dont l'inflorescence est vraiment très dense, qui rosira aussi bien en arrière-saison et qui nécessitera peut-être même un tuteur ou deux si les inflorescences sont trop lourdes et fléchissent un peu sous la pluie. Sur le côté est des États-Unis, on va trouver également des hydrangeas arborescens. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ces hortensias avec des espèces de grosses fleurs blanches qui verdissent un peu en arrière-saison et qui ont parfois la fâcheuse tendance de fléchir un petit peu sous la pluie lorsqu'il pleut trop fort. Bon. Arborescens, c'est une espèce qui est vraiment très intéressante dans la mesure où c'est très résistant au froid. Donc, on les trouve aux États-Unis et au Canada très couramment. Dans les pays de l'Est également, ce sont des marchés qui sont très demandeurs. Sa qualité également, c'est de fleurir très facilement sur les boutons de l'année. C'est-à-dire que si je les coupe très sévèrement, donc ça fleurira quand même, ils fleuriront quand même dans le courant de l'année. C'est une espèce qui tolère pratiquement tout sol, sauf calcaire, enfin, comme pratiquement tous les hydrangeas. Et donc, à planter en exposition, soleil levant et nord, c'est quelque chose d'intéressant. Ces dernières années, on a eu des nouvelles variétés qui sont apparues sur le marché avec des tiges plus fortes, comme avec Incredible, et des variétés à fleurs rosées. Ce sont des sélections qui sont apparues. Là. On obtient donc des arborescences à fleurs roses, mais néanmoins qui ne bleuiront pas, n'ont pas la capacité de le faire. Voilà. Donc on a également quelques variétés à fleurs plates, comme sont les plus anciennes, Radiata ou Discolor. Silverleaf Radiata a pour particularité aussi d'avoir l'envers des feuilles très blanches, quasiment argentées. C'est vraiment quelque chose de charmant. Ces deux variétés sont très mellifères. Les abeilles chez vous vont apprécier. Un petit coup de cœur pour Ice Starburst qui est en bas à gauche. C'est un arborescence avec des fleurs très doubles. Pas un petit buisson, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. Une autre espèce, ce sont les aspéras. Le genre aspéré, on va retrouver plutôt au Népal, en Chine, au Japon, ce sont les pays d'origine. Et donc en petite montagne, jusqu'à quand même une altitude assez haute. Elles ont des feuilles plutôt, on dirait, veloutées, tomenteuses, à rugueuses pour certaines. Et les feuilles sont vraiment magnifiques si les arbustes sont bien plantés, à savoir pas de stress hydrique. Si on a un stress hydrique, les feuilles vont s'enrouler un petit peu et ça sera pas très joli, quoi. La photo prise en bas à droite, c'est au château d'Azelrido, je ne sais plus quel était, et on a ici Aspera macrophylla qui donne vraiment toute sa splendeur. Et les feuilles sont très larges. Aspera macrophylla fait vraiment des grandes feuilles comme son nom l'indique,
photo en haut à gauche avec ma main qui est posée dessus. Comme pas mal de plantes d'hydrangea, donc à planter en sol pas détrempé, toujours la même chose, et correctement résistant au froid en fonction de leur zone d'origine. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Quand vous plantez des hydrangeas, vous essayez de savoir d'où ils viennent. Par exemple, le Taiwan Pink, qui est en bas à gauche, est originaire de Taïwan, comme son nom l'indique, et il sera un peu moins résistant au froid que Sargentiana, par exemple. Toutefois, ce sont des plantes qui vont être un petit peu sujettes au gel, comme ça peut être le cas au printemps dernier, où après un mois d'avril relativement correct, on a eu des baisses de température significatives qui nous ont pas mal abîmé les Aspera. Toutefois, les plantes bien enracinées repartent assez facilement de la base. Donc, ne pas se soucier si c'est un petit peu desséché et noirâtre, on laissera la nature faire son travail et on verra au fur et à mesure de la saison des pousses ressortir sur les côtés. Donc, ne pas tailler après le gel, bien entendu, si vous avez eu un coup de gel violent sur vos aspéras, sur tous vos hydrangea en général d'ailleurs. Voilà, donc quelques nouveautés comme Hot Chocolate, qui est une variété avec un feuillage très tirant un peu sur la couleur chocolat, justement. Voilà. Un autre aspéra, c'est un Volucrata, donc avec, j'aime beaucoup, ça fait des fleurs qui sont très très doubles et avec un verdissement des premiers sépales, les fleurettes continuent à s'allonger, c'est vraiment quelque chose de splendide. Donc là, c'est la variété Yorakutama, mais il y en a d'autres, hein. Il faut chercher un petit peu sur le net ou chez les bons pépiniéristes, ou Hortensis, par exemple, qui est à fleurs doubles également, mais là, qui est rose. Une autre espèce, c'est Hydrangea heteromala. Là, on est plutôt au pied de la chaîne himalayenne. Et ce sont des buissons dont la floraison est plutôt hâtive, donc floraison de juin au début juillet. Et ce sont des buissons qui sont relativement vigoureux, donc ils peuvent monter jusqu'à 3 ou 4 mètres, et avec un feuillage plus ou moins lisse, plus ou moins rugueux. C'est bon. Toujours pareil, ne pas les planter dans un sol trop humide, mais ce sont des espèces c'est une espèce assez rustique et qui pourra décorer assez facilement un fond de jardin. Les paniculata, ça c'est l'autre, on va dire que c'est l'autre hortensia qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Donc, ce sont des hydrangea à petites feuilles, qui sont originaires de tout le sud-est asiatique, et qui font des petites feuilles, des fleurs en panicule qui sont plus ou moins denses, plus ou moins légères. Elles vont avoir une fanaison chatoyante, c'est-à-dire que les fleurs, au fil du temps, au fil de l'été, vont se rosir et rougir plus ou moins en fonction des espèces et en fonction du climat de l'année, mais en fonction aussi des variétés. Ce sont des plantes qui sont particulièrement rustiques, qui se vendent vraiment très, très, très bien donc, au Canada, en Scandinavie, dans les pays de l'Est de l'Europe, en Russie. La photo à gauche, elle a été prise à Montréal, dans le jardin botanique, donc de part et d'autre du petit kiosque chinois. Ce sont deux énormes bouquets de paniculata. Et en bas à droite, dans le cimetière, c'est à New York, ça, et c'est pareil, ce sont des quercifolia qui fleurissent bien le cimetière. C'est une plante qui ne gèle pas. Non, c'est bon, merci. Qui ne gèle pas et qui fleurit en général sur le bois de l'année, mais ça, on va le voir tout de suite après. Donc, ça fleurit sur le bois de l'année, sauf
sauf ces quelques variétés ici, là, fleurissent sur le bois de l'année précédente, comme un hortensia. C'est-à-dire que vous aurez le sécateur léger, si le jour où vous voudrez tailler. Donc, vous les laissez pousser. Il faudra juste faire un petit nettoyage si vous avez envie de tailler ces variétés-ci. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, ce sont des variétés qui sont en général originaires du nord du Japon, donc Hokkaido. Mais celle-ci, à ne pas rabattre trop bas si on veut avoir une floraison qui soit suffisamment flatteuse. Donc là, pour tous les autres, on peut tailler relativement sévèrement, soit parce que le jardin est petit et on ne veut pas être envahi, soit parce qu'on veut leur donner une forme, soit voilà. Bon, j'ai indiqué tout à l'heure que la fanaison était plus ou moins importante en fonction des variétés. Donc, on a en haut à gauche Pinky Winky qui est vraiment une petite beauté. Et également, donc, Fraise Melba en haut à droite qui rougit très très bien, qui a un port vraiment très, très fort. C'est un petit cousin de vanille fraise pour ceux qui connaissent. Et puis, en bas à gauche, dentelle de Goron, très très grosse panicule blanche, mais là qui reste blanche, et papillon en haut à droite, un buisson particulièrement fort et que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un arbre qui fleurit tous les ans, qui reste en fleurs jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au gelé. Voilà, enfin bref, il est vraiment très bien. On va aborder maintenant les serratas. Ce sont des petits hortensias, on pourrait dire ça comme ça, des petits hortensias à fleurs plates ou des petits hortensias à fleurs rondes. Ils sont originaires des Kuriles du Japon, comme on voit sur la photo. Les Japonais appellent ça plutôt des Yama Ajizai, c'est-à-dire des hortensias de montagne. Ils sont particulièrement florifères, fleurissent assez facilement sur les boutons latéraux. Donc, en cas de gelée tardive, on aura de toute manière une floraison sans trop de difficultés. Mais par contre, les buissons ne sont en général pas énormes. Ce sont des plantes plutôt compactes à petites, des plantes de sous-bois. Là, on a une fanaison, une coloration chatoyante en arrière-saison ou pas, en fonction des variétés. On peut avoir un exemple de fanaison vraiment très, très joli avec Shoujo, donc en bas au milieu, qui est un petit arbuste dont le feuillage est très vert et qui, sous l'effet du soleil, rougit vraiment très très bien. Et là, la plante était cultivée en terreau pour hortensia bleue, donc on avait un très joli effet bleu-rouge qui était vraiment sympathique. Quelque chose de très joli aussi, c'est Gracewood, donc en bas à gauche, un blanc qui rougit très bien, là, une plante un peu plus vigoureuse. Et puis donc Maiko ou Belladone, c'est le synonyme. Donc en bas à droite, petite fleur rosée avec un feuillage qui rougit un petit peu sous l'effet du soleil. La taille là-dessus, ça se taille assez facilement, c'est pas trop embêtant. Certains serratas sont originaires, donc, comme on l'a vu, de Hokkaido, comme Yezo-ensis. Donc, Yezo, c'est le nom de Hokkaido aussi. Cette plante est particulièrement sympathique lorsqu'elle est travaillée en terreau pour hortensia bleue, car le feuillage devient quasiment violet, presque noir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sinon, comme on voit la petite photo en haut, enfin, au milieu, il est rose et le feuillage reste vert à l'automne. D'autres serrata à fleurs doubles, Yae no Hamacha, Yae, fleurs doubles en général en japonais. Donc, tout le Yae, quelque chose que vous trouverez sur le massif, a priori, sur le marché, sont des variétés à fleurs doubles. Warabe, donc un petit hortensia donc à fleurs en boule, mais qui monte quand même assez haut. Là, c'était à Shamrock, donc à Varangeville-sur-Mer, peut-être 1,50 m de hauteur. C'est vraiment un joli arbuste. Et une petite pensée émue pour Stellata ou Prolifera, synonyme, qui est vraiment quelque chose de particulièrement délicat et particulièrement joli. Le feuillage reste vert.
Ce qui est particulier à Macrophylla, c'est qu'il est originaire d'une aire vraiment très, très localisée du Japon. C'est-à-dire que ce que l'on voit sur la photo, et ce qui est marqué en rouge au-dessous de Tokyo, c'est-à-dire la, euh, la, la presqu'île de Izu et le sud de Tokyo, et les îles qui sont au large. Pour tout le reste, ce sont les Serrata, enfin, Serrata, Paniculata et autres. Mais Serrata et Macrophylla sont quasiment cousins très, très germains. Et l'origine de Macro, c'est vraiment très localisé. C'est vraiment ça qui est intéressant. Macrophylla, on connaît tous ces hortensias à fleurs boules et à fleurs plates. On en a parlé un petit peu en amont. Donc, je n'ai rien rajouté là-dessus. La photo en haut à droite, c'est amusant, c'est Otaxa, c'est le grand ancêtre d'Hydrangeum macrophylla. Otaxa donc, a été nommé comme ça du nom de la compagne de Franz von Siebold, donc la personne qui a introduit Hortensia donc en Europe. Et elle s'appelait Otaki-san, donc en contraction, le nom de l'hortensia s'est retrouvé Otaxa, de par le nom de Otaki-san. Bon, voilà. Donc, ce qu'on a vu apparaître sur le marché récemment sont des variétés d'une part bicolores, qui ont pour grand ancêtre le Kyosumisawa, donc c'est un serrata en haut à gauche, et qui a donné des Hydrangeum macrophylla, donc un des premiers, le Viewpiece. Les recherches se font actuellement donc, pour la diversification maximum de l'hortensia, donc en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Japon, et aux USA, qui sont en fait les marchés principaux pour Hydrangea en général, Macrophylla et surtout Paniculata. Donc, des bicolores encore, c'est juste une actualisation des variétés, mais si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez trouver ça, French Cancan, des variétés plus ou moins frangées, des variétés plus ou moins rouges, plus ou moins brantes, plus ou moins blanches, et avec des feuillages qui vont devenir de plus en plus rouges également donc à l'automne. Suite des recherches, on l'a vu aussi tout à l'heure, de plus en plus recherches vers des fleurs doubles, ça donne quelque chose d'assez flatteur, comme Princesse Diana, Forever, donc ce sont des variétés qui sont déjà un petit peu anciennes. Misaori, par contre, non. Et puis, pareil, un coup de cœur vraiment spécial pour tout gazer, et ça depuis longtemps, car il a un très, très joli rougissement en arrière-saison. On a vraiment quelque chose de très, très cramoisi avec les baisses de température et le soleil qui donne sur les inflorescences. Donc, le travail sur, comme on l'a vu aussi précédemment, avec les apports d'alumine sur Hortensia, on obtient à partir de rouge des violets et des violets ou des verts en fonction des variétés comme Schoss, Wackerbach, Royal Red Lilac, Cardinal ou Salsa. On recherche également donc actuellement sur de la miniaturisation. Donc là, vraiment aussi un petit coup de cœur pour Magical Revolution. C'est une plante qui est vraiment très compacte, très, très, très compacte. On arrive à en faire vraiment des miniatures. On voit l'échelle avec le crayon sur la photo en bas et à droite. Autre qualité de cette petite plante, c'est une recoloration en arrière-saison. Donc, la plante verdit puis se recolore en arrière-saison en rouge ou en cramoisi. Et la tenue de la plante est particulièrement intéressante dans le temps, c'est-à-dire qu'une plante en pot dans un appartement peut durer 5 à 6 mois sans problème. Nouveauté hybride, ça sont des hybridations américaines, en tout cas celle-ci. Pareil, un coup de cœur. Voilà une plante particulièrement ramifiante, très, très ramifiante, et avec une coloration d'arrière-saison en bas à droite qui est particulièrement intéressante. Wedding Gone, un gros massif et très, très fleuri, c'est vraiment une beauté rare, quoi. D'autres hybridations américaines avec Blueberry Cheesecake Stargazer en haut à gauche, des plantes qui sont données résistantes à moins 15, moins 20,
C'est vraiment très chouette. C'est des belles trouvailles. Et un truc qu'on a mis en marché, enfin que l'entreprise a mis en marché il y a déjà quelques années, Santiago, qui est une hybridation de Serrata par Macrophylla et qui a comme particularité d'avoir un rougissement en arrière-saison et un massif particulièrement intéressant. Et la plante a été primée à Courson d'ailleurs. Bon, Il y a quelques ensuite, questions qui se posent. on peut essayer de défiler. On va avoir des colorations avec des tiges noires, des mutations qui donnent des verts et des roses. Bon, on peut, voilà, on peut continuer. Des petites choses vraiment marrantes comme de motoï ou des fleurs doubles avec des tiges qui sont aplaties, ça donne un dimorphisme vraiment qui est très, très intéressant. Même chose avec Ayesha, donc l'hortensia à fleurs de lilas, j'imagine tout le monde connaît plus ou moins, Micamba, feuille d'oranger, donc qui est particulièrement intéressant aussi. Voilà, merci, celle-ci. La rusticité sur Macrophylla, a priori, Macrophylla résiste bien au froid, sauf quand il gèle, bien sûr. Sauf que en photo de droite, donc lors d'un trek au Népal, je suis tombé sur ce massif d'hortensia. Bon, c'était en octobre, donc il était un petit peu grillé, mais néanmoins, il était à 2600 mètres d'altitude et il était comme ça. Et ce qui est aussi étonnant, c'est les Dahlias impérialistes qui sont au-dessus. C'était vraiment une très, très grosse surprise. Nous faisons autrement avec l'association des essais d'acclimatation aux deux Alpes à 1650 mètres. Et bon, ça ne marche pas trop mal, ça suit son cours. Ça résiste aussi assez bien au froid, pardon, au soleil, les hortensias. Ici, photo prise en Corse du Sud lors d'un trek encore, sous un cadran solaire. Donc, chercher l'erreur, je ne sais pas, enfin, en tout cas, le massif était très gros. Ce que j'ai pu noter, c'est que toutes les plantes qui résistent correctement au soleil ont à peu près tout un feuillage très vernissé, comme sur la photo de droite. Bon, des pétalantes, petits hydrangeas donc du sud Japon et Taïwan, passés, qui ont une floraison assez éphémère, mais qui, là par exemple, on a un feuillage assez intéressant avec Yakushimensis. Donc, Yakushima, c'est une petite île qui est au sud de Kyushu. Et des pétalantes sont à l'origine de croisements intéressants. Bon, des grimpants, donc on a Pétiollerie cyannomala qu'on trouve au Japon et en Chine. Plantes de sous-bois, bon, on va avoir des plantes qui résistent assez bien au soleil et au gel, à condition d'être plantées correctement. Des grimpants, là, ici, qui sont originaires plutôt d'Amérique latine, des cornidia, dont on a parlé tout à l'heure, avec une floraison assez étonnante. Schizophragma, oui, allez-y, défilez. Schizophragma, donc autre grimpant, un cousin de Macrophylla, des Pétiolaris, pardon, et quelque chose de très, très vigoureux, avec un petit coup de cœur pour Moonlight, dont le feuillage est particulièrement intéressant. Petite nouveauté, donc c'est des hybrides interspécifiques. Donc, assez curieusement, donc, et parallèlement, il y a eu des recherches qui ont été faites au Japon et en Anjou, entre autres, pour des croisements interspécifiques entre espèces d'hydrogène a priori non compatibles. Et on a obtenu quand même quelques résultats, dont Renaissance, qui donne de très bons résultats. Runaway Bride, donc ici en jardin, floraison en guirlande, qui est particulièrement intéressant. Ça, une variété qui a été obtenue donc au Japon. Dernier, allez-y, passez. Et ici, French Bolero, donc une variété qui a été obtenue donc à Angers, donc chez Agro Campus Ouest, que nous diffusons et qui est particulièrement intéressante. Là, l'intérêt de ces deux dernières variétés, c'est que une extrêmement forte floribondité. Des fleurs apparaissent tout le long des rameaux et non pas simplement au bout des branches.
et on a vraiment voilà, ça c'est French Bolero, donc à l'Arboretum, d'Angers. On voit que le banc, il y a le moindre bouton latéral donne des fleurs. Donc ça, c'est peut-être l'avenir justement de l'hortensia, donc très, 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 très forte floribondité. Voilà, donc écoutez, merci. Désolé d'avoir été un peu long et désolé aussi pour ces petits embarras. Oui, ben, merci Didier. En tous les cas, l'exposé montre bien la diversité du genre Hydrangea, et notamment en ce qui concerne la forme des plantes, la floraison et la forme de ses fleurs, et la possibilité d'utiliser ces espèces, ces différentes espèces d'Hydrangea dans toutes sortes de situations. Merci. Et quelques questions quand même qui vous concernent directement, je pense. Et une autre qui concernera peut-être plus Nathalie. D'abord, en ce qui concerne le bleuissement, des Serrata, est-ce qu'on sait que c'est en relation aussi, comme pour Macrophylla, avec la présence ou non d'aluminium dans le substrat, dans le sol? Bah, oui, je pense enfin, à mon avis, oui, après, Nathalie le dira. Mais enfin, l'exemple que j'ai donné de Iesoensis, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais noté il y a très longtemps que des plantes qui étaient destinées à bleuir très, très facilement en Macrophylla classique avaient les nervures très marquées à l'automne, donc avec les baisses, lorsqu'on voit très marqué en violet, très violacé, et les hortensias qui resteraient roses ou blancs, donc il y avait des nervures plutôt rosées. Avec le Serrata nonis que j'ai indiqué tout à l'heure, on a un feuillage absolument violet, c'est extraordinaire. C'est vraiment enfin, bref, ça fait pas. Si j'avais 10 plantes à garder, je les garderais, quoi. Bien, merci. Alors, je pense que oui, la présence d'Alain y est pour Pour quelque quelque chose, chose. oui, d'accord. Je pas... Une question concernant aussi Paniculata pour son exposition en plein soleil ou Oui. non? Est-ce qu'il est utilisable en plein soleil ou plutôt dans une zone un peu plus ombreuse? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr, oui, oui. Non, les paniculata, bah, on ne va pas avoir de stress hydrique, c'est-à-dire que la plante aura suffisamment de temps le plus chaud de la journée, la plante se comportera très correctement. D'accord. Très correctement. Les feuilles sont moins évaporantes dans la mesure où elles sont beaucoup plus petites que celles de Macrophylla, des feuilles larges qui évaporent beaucoup plus. Mais les paniculata tiennent enfin, très correctement. Un peu original, qui concerne les dépôts de COV, enfin, notamment en ce qui concerne les variétés, les cultivars, disons, à floraison bleue. La floraison bleue, apparaît dans certains substrats. Comment on peut déposer des COV alors que la qualité du substrat? Ça, je ne suis pas spécialiste. Je peux répondre. Non, mais, Jean-Paul répond, oui. Oui, je peux Oui. répondre puisque les dépôts de COV, pour l'obligation de ne pas traiter les plantes en couleur avec apport d'aluminium. Donc, toutes les comparaisons qui sont faites au niveau des COV européens sont faites sans apport d'aluminium. Donc, on compare uniquement sur le pigment sans apport d'aluminium. Donc, en fait, on va être dans le blanche. Donc on va déclarer que ce cultivar-là peut bleuir acide et en présence d'aluminium alors, si on veut faire apparaître cette possibilité. Oui. De toute façon, comme la majorité, il y a très peu de cultivars qui ne bleuissent, qui ne changent pas de couleur en présence d'aluminium. Il y en a certains, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, il y a obligation pour les COV de sans apport d'aluminium. D'accord, merci. ça dépend de la présence de pigments. Plus il y a pigments, plus la couleur est. Et à ma connaissance, plus il y a de pigments, plus la couleur est intense. Mais de toute manière, les pigments vont réagir à la présence en bleuissant ou en ne bleuissant pas, s'il n'y en a pas.
Et peut-être une dernière question pour l'instant qui concerne peut-être plus Nathalie, puisque de physiologie. Finalement, est-ce que alors Hydrangea ou du moins Hydrangea macrophylla peut-être, a réellement besoin de froid pour l'initiation florale? Qu'est-ce qu'on peut dire, enfin, ou même d'une façon plus générale, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de froid et quel niveau de froid, quelle importance du froid pour, Il me semble pour les exemples que je connais en tout cas, qu'effectivement, il y a un chiffre un petit peu donné comme ça, sans peut-être que ça ait été vérifié sur toutes les variétés, qu'il faudrait qu'ils aient une exposition d'au moins 1000 heures à 2 degrés, il me semble, pour que la transition florale, c'est-à-dire la capacité du méristème à produire des fleurs et non plus à produire des feuilles, soit intégrée dans la plante et que ce virage floral puisse se faire. Donc, c'est pour ça que les producteurs vont aussi mettre les plantes en frigo pour voir ces plantes-là et s'assurer qu'elles aient reçu au moins 1000 heures de froid, c'est-à-dire d'exposition à 2 degrés. Alors après, se travaille sur quelques cultivars, peut-être pas sur les nouveaux, et il y a certainement matière à étudier les nouvelles variétés parce que cette sensibilité à cette durée de froid, elle est peut-être moindre dans certaines variétés et c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant à étudier. Ce serait aussi un gain de temps dans l'itinéraire cultural que de vérifier c'est beaucoup plus pour certains ou beaucoup moins pour d'autres, tout en ayant une qualité de floraison importante. Mais je ne pourrais pas être affirmative sur tous les macrophylla. Par contre, je n'ai pas cité de macrophylla. Très bien, merci. Ouais. Une question très spécifique pour Didier, qui concerne le tableau de Fantin, Fantin Latour, qui est reproduit en couverture sur votre présentation. Et la personne voudrait avoir la référence de ce tableau. Ah oui, je l'ai trouvé sur Internet. Hein. Très bien. Chercher Hortensia ou tableau Hortensia ou Fantin Latour. J'ai trouvé j'en ai d'autres, hein, j'ai une petite collection. Une petite collection. Concernant le temps de froid donc, nécessaire, effectivement, moi j'avais essayé il y a très longtemps de passer directement des plantes en serre et les faire fleurir sans repos hivernal. Ça ne marchait pas du tout, du tout. On avait essayé avec des apports de en tout cas de la gibberelline, il me semble, à l'époque, et ça ne marchait pas du tout. Il faut vraiment un repos hivernal. C'est vraiment l'élément déclenchant qui va permettre à un bouton floral de s'ouvrir et de ne pas s'ouvrir en rosette. Autrement, ça risque de s'ouvrir en rosette. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Enfin, si d'autres questions sont à poser à nos différents conférenciers, il ne faut pas hésiter. Nous allons passer maintenant à la présentation de Jean-Paul Davas.